Que se passe-t-il en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Comme vous le savez, le blocus est de retour, le détroit est fermé, et l'administration Trump essaye de contraindre le gouvernement iranien, de lui mettre la pression pour le forcer à conclure une sorte d'accord. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, parce qu'avec le protocole d'accord, ils ont tout violé. Il ne reste plus rien de ce protocole. On peut dire qu'il a été littéralement anéanti. Ce soi-disant protocole d'accord. L'autre chose qui s'est produite, et qui est particulièrement importante, c'est l'attaque entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Parce que la seule façon pour l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole, c'est par la mer Rouge. Et si quelque chose tourne mal, il ne reste que deux options pour le Yémen. L'un d'eux est fermé. Attendez, je vais afficher la carte ici. Parce qu'en ce moment, le détroit d'Ormuz, là-haut, est fermé. Et l'autre point, c'est Bab el-Mandeb, en mer Rouge. Les Yéménites peuvent fermer le Bab el-Mandeb ou bien frapper certaines cibles en Arabie saoudite, comme les installations pétrolières ou l'oléoduc. C'est tout l'enjeu du marché du pétrole que Donald Trump essaye de gérer. Mais la guerre, elle, ne se contracte pas. Au contraire, elle s'étend et la situation empire. Dites-nous comment vous comprenez la situation actuelle à Washington. Peut-être la politique étrangère des États-Unis ou la situation dans la région, qui est particulièrement importante. Eh bien, tout d'abord, d'après ce que je comprends, le gouvernement iranien a maintenant déclaré officiellement que le mémorandum d'accord n'est, selon eux, plus en vigueur. Donc, les États-Unis l'ont violé et maintenant l'Iran le rejette. Autrement dit, c'est terminé. C'était un effort temporaire pour essayer de trouver une forme d'entente. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le président l'a signé parce qu'il devait en finir dans un délai raisonnable. Puis, on lui a expliqué qu'il avait concédé plus qu'il ne pouvait politiquement assumer vis-à-vis de sa propre base ici aux États-Unis. Ce qui est sans doute vrai. Et donc, comme il le fait souvent, il a simplement agi ensuite comme s'il n'avait jamais signé ce document. Les Iraniens ont attendu quelques jours comme c'est devenu une habitude, puis ils ont décidé « Ah d'accord, donc ça non plus ce n'est plus pertinent ». Et pendant ce temps, la guerre s'est étendue. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est toujours probable dans une guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre, quand elle éclate, change tout. Et tout le monde dans la région, tous ceux qui sont touchés, chaque pays, chaque entreprise, de nombreux groupes de population, tous, en étant affectés par la guerre, modifient leur comportement. Ils s'adaptent. Par exemple, des gens quittent une partie du monde pour aller ailleurs. Ils deviennent des réfugiés pour fuir la guerre. Cela crée de nouvelles formes de pression sur les moyens de transport, sur les pays où ils s'installent, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les pays réévaluent leur situation, la crise que traversent les pays voisins, ceux qui sont touchés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Tous sont en train de s'ajuster. Et quand ces pays s'ajustent, il arrive souvent, pas toujours, mais assez fréquemment, qu'ils se heurtent les uns aux autres, provoquant des frictions qui amènent certains à se dire « c'est le moment d'aller à la guerre ». Je ne connais pas les détails, et peut-être qu'on ne les connaîtra jamais, mais on peut très bien imaginer un scénario comme celui-ci. L'Arabie saoudite, sous pression à cause de tout ce qui se passe dans la région, coincée entre les États-Unis, avec qui elle veut garder une relation de longue date et une ouverture vers la Chine, tout en reconnaissant qu'elle doit désormais composer avec l'Iran d'une manière nouvelle, a pris certaines décisions. Par exemple, tenter de faire passer quelques pétroliers par le détroit d'Ormuz. Et les Iraniens, après avoir dit « non, 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 vous ne pouvez pas faire ça sans autorisation », leur ont tiré un missile. Ou peut-être qu'ils n'ont pas fait ça.
Peut-être que les Houthis l'ont fait eux-mêmes, qu'ils ont frappé une installation saoudienne parce qu'elle violait. On ne le saura jamais. Et puis quelque chose a commencé. D'après ce que j'ai compris, quelqu'un a fait exploser l'aéroport du Yémen, le grand aéroport de la capitale. C'était tellement grave qu'un rapport disait que les gens venus assister aux funérailles de l'ayatollah Khamenei depuis le Yémen. Et d'ailleurs, les Américains ne se rendent pas compte. C'était l'un des plus grands enterrements de toute l'histoire du monde. Ce qu'on a vu là. Des gens sont venus en Iran et dans les régions chiites d'Irak pour rendre hommage de différentes manières. Et les Yéménites, eux aussi, sont venus en groupe. Mais quand ils sont repartis, ils n'ont pas pu atterrir à l'aéroport parce que quelqu'un l'avait bombardé. Ils ont dû aller jusqu'à un aéroport voisin qui n'était même pas terminé, mais ils ont quand même pu y atterrir. Mais ils auraient très bien pu ne pas y arriver. Ils étaient très en colère, vous savez. Ils sont attaqués. Et maintenant, ils envisagent, bien sûr, de fermer cet autre détroit, parce qu'ils veulent montrer au monde qu'on ne peut pas agir comme ça. Ils ont perdu leur aéroport, d'accord? Ils en construisent un autre. Ils vont réparer celui-là. Ce n'est pas la question. Le problème, c'est que tout ça entraîne plus de gens dans une situation de guerre, que ce soit en l'alimentant ou en se défendant. Et c'est justement pour ça qu'on ne fait pas ce que Trump et Israël ont fait, parce que ça risque d'entraîner une guerre beaucoup plus large. Pour Israël, ça avait du sens, parce qu'ils espéraient qu'une guerre plus large pousserait les États-Unis à s'impliquer davantage dans la situation. Depuis des années, ils essayent d'amener les États-Unis à être plus actifs militairement, à aider Israël dans cette région. Aujourd'hui, ils sont en train d'y parvenir, lentement, douloureusement, et à un coût humain énorme. La vraie question, et je ne veux pas paraître simpliste, mais en travaillant là-dessus en permanence, je pense que la question essentielle, c'est de savoir si le peuple iranien et son gouvernement ont la solidarité, la détermination nécessaire pour résister à cette tentative de les terroriser jusqu'à la soumission. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Des bombardements sans fin, des missiles sans fin, des drones sans fin. Toute la puissance de feu des États-Unis rassemblée là-bas, c'est aujourd'hui le seul effort américain pour gérer cette situation. Alors si c'est tout ce qu'ils ont, la vraie question c'est est-ce que celui qui reçoit tout ça peut tenir le coup? Les Iraniens ont déjà montré au monde qu'ils savent riposter. Nous avons aussi des missiles, et c'est vrai, nous avons des drones, et nous savons nous en servir. Nous avons prouvé notre maîtrise dans leur utilisation. Donc les États-Unis ont un véritable ennemi, pas seulement un peuple. La preuve qu'ils reconnaissent l'importance de cet ennemi, c'est qu'il n'y a pas de débarquement de troupes américaines, parce que ce serait trop dangereux. Le coût pour les États-Unis serait encore plus lourd. Un grand nombre de soldats morts rentrent au pays. Ce n'est pas ce dont le pouvoir politique a besoin entre maintenant et novembre, avec l'élection qui approche. Le peuple a montré que ce n'était pas possible. Alors tout ce qu'ils ont, c'est la puissance aérienne, les missiles et les drones. Et les Iraniens peuvent très bien riposter. Les États-Unis sont prêts à continuer parce que finalement, ces missiles et ces drones ne visent pas le territoire américain. Ils frappent les bases américaines dans les pays du Golfe, et ça, c'est grave. Mais ils ont clairement décidé qu'ils pouvaient encaisser ces pertes. L'Iran inflige déjà plus de dégâts à l'appareil militaire américain que quiconque depuis bien longtemps. C'est déjà un signe remarquable. Mais si les Iraniens restent unis, vraiment soudés, alors le temps joue en leur faveur. Et ça, c'est absolument crucial. La raison pour laquelle le temps joue en leur faveur est très claire. D'abord, ils ont épuisé, et par ils, je veux dire surtout les États-Unis et la Chine,
Ils ont épuisé leurs réserves de pétrole, ou presque. L'une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole n'a pas encore augmenté davantage, c'est la volonté des États-Unis d'injecter du pétrole sur le marché, et celle de la Chine, qui achetait autrefois beaucoup de pétrole à l'international, de s'appuyer désormais sur ses propres réserves et sur l'approvisionnement quasi illimité qu'elle peut obtenir de la Russie. Tout ça est vraiment très important. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont plus tant de pétrole que ça. Et les Chinois n'ont peut-être pas assez, ou peut-être qu'ils ne veulent pas puiser dans leurs réserves. Ils savent que les États-Unis, une fois qu'ils en auront fini avec le Moyen-Orient, vont en réalité se tourner de plus en plus vers la Chine dans les années à venir. Ils doivent donc anticiper les politiques auxquelles ils risquent d'être confrontés. Le contrôle du marché mondial du pétrole par les États-Unis, c'est un sujet dont notre collègue Michael parle très souvent dans notre émission ici. Tout cela veut dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas plus de réserves disponibles. La Chine pourrait revenir sur le marché, et là, on aurait plus de demandes et moins de réserves. Moins d'offres, plus de demandes, moins d'offres. Et dans ce cas, le prix du pétrole et donc celui de l'essence, qui d'ailleurs n'a jamais vraiment beaucoup baissé, remonterait à nouveau. Et puis, il y a l'impact inflationniste, qui pour l'instant n'est pas encore devenu incontrôlable. M. Trump, je le sais, est averti qu'il doit s'en préoccuper. Les Iraniens, eux, n'ont pas à s'en soucier. Grâce à leur alliance avec la Russie et la Chine, ils disposent d'un soutien solide pour obtenir ce dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas se procurer autrement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'une possible extension du conflit, l'un des éléments sur lesquels l'Iran compte, c'est le passage des navires sur la mer Caspienne, de la Russie vers l'Iran. C'est un couloir essentiel, vu le relief montagneux et la configuration du terrain là-bas. C'est vraiment un point stratégique majeur. Et les Ukrainiens essayent de perturber tout cela. Ils n'ont plus rien. Leur économie est à terre. Leur armée, pour l'essentiel, n'existe plus. Il ne leur reste que la guerre menée avec des drones. Alors ils essayent d'utiliser des drones de grande taille, évidemment financés et fournis par l'Europe, pour paralyser le transport maritime russe dans la mer d'Azov, la mer Noire et la mer Caspienne. On voit donc très concrètement que les deux guerres commencent à se chevaucher. Et quand on entend dire que ça pourrait être le début d'une troisième guerre mondiale, c'est bien de ça qu'il s'agit. Une guerre qui s'étend. Toutes les guerres ont ce potentiel, mais aujourd'hui, on voit ce potentiel devenir réalité à mesure que tout le monde s'adapte. La décision stratégique concernant les drones ukrainiens est influencée par ce que les Houthis font aux Saoudiens avec une nouvelle manœuvre en mer Rouge. Il faut que les gens comprennent que c'est l'un des dangers. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, et je le vois bien en suivant la presse internationale, on lève les yeux au ciel chaque fois que M. Trump dit quelque chose d'étrange ou de bizarre, ce qui arrive presque tous les jours. Mais si vous trouvez ça drôle, détrompez-vous. Cet homme occupe une position clé, à partir de laquelle il pourrait faire quelque chose dont le monde ne se remettrait peut-être jamais. Il s'est passé quelque chose qui a permis à cette mentalité d'arriver à ce niveau de pouvoir en ce moment même. Et ça devrait vraiment inquiéter tout le monde. Richard, voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'énergie et de l'importance que cela a dans la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran. Pensez-vous que les frappes que nous voyons cette semaine contre l'Iran vont s'intensifier? Envisagez-vous de viser des infrastructures énergétiques ou d'autres sites à l'intérieur du pays? Je garderai les objectifs énergétiques pour la fin, mais au final,
on atteindra ces objectifs, oui. Et on va les frapper très fort ce soir. On va les frapper très fort demain soir. On va les frapper très fort après-demain soir. Et la semaine prochaine, ça va devenir vraiment difficile pour eux. Parce que la semaine prochaine, ce sont les centrales électriques. La semaine prochaine, ce sont les ponts. On va détruire toutes leurs centrales électriques. On va détruire tous leurs ponts, à moins qu'ils ne viennent à la table pour négocier. On sait très bien que la réaction de l'Iran serait la même. S'ils frappent un réseau électrique en Iran, les pays du Golfe vont subir la même chose. Et comment ça va aider Donald Trump dans la question du marché pétrolier et des exportations de pétrole? Ce n'est pas seulement une histoire de réseau électrique, c'est aussi une question d'infrastructures pétrolières qui sont cruciales. Elles peuvent être visées par des missiles ou des drones iraniens. C'est ce jeu où il essaye d'intimider les Iraniens en disant « On ne va pas vous attaquer, mais faites attention ». En quoi ça peut vraiment l'aider? Eh bien, je pense que l'espoir, c'est que la direction iranienne finisse par prendre la décision de mettre un terme à la souffrance infligée au pays de la manière que souhaite M. Trump. Le problème pour M. Trump, c'est que pour rendre tout cela crédible, il va devoir faire ce qu'il dit. Et ça, c'est un crime de guerre au regard des conventions de Genève. On n'a pas le droit de bombarder des centrales électriques ou des ponts dans le but d'effrayer une population civile, ce qui est clairement son intention. On est censé se limiter à des cibles militaires. D'accord, mais si on ne le fait pas, l'argument le plus ancien du monde s'applique. Quand on viole la loi, on incite ses adversaires à faire la même chose. Et les Américains ne réalisent pas qu'il existe énormément de vulnérabilités civiles dans le monde. Des millions d'Américains voyagent à l'étranger comme touristes. Ils pourraient devenir des cibles. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment tout ça va être géré? Les bases militaires américaines, même si les Iraniens se limitaient à celles-là, existent dans de nombreux pays européens. Est-ce qu'ils vont s'en prendre à elles aussi? Ils pourraient. C'est possible. Et l'OTAN, dans tout ça, est-ce qu'elle irait alors en guerre contre l'Iran? D'abord, l'OTAN n'a pas grand-chose pour faire la guerre. Et en ce moment, elle est surtout préoccupée par la Russie. Alors comment vont-ils gérer ça? Franchement, ces questions n'ont pas de réponse, sauf des réponses terrifiantes. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller jusque-là? Je ne crois pas. Je pense qu'il espère que ce genre de discours fera peur. Je veux que les gens comprennent. C'est comme ça que fonctionnent les terroristes. Ils menacent, ils se rapprochent petit à petit, ils lancent une bombe, ici, puis une autre ailleurs. Et quand ça ne marche pas, ils doivent monter d'un cran, ce que George et d'autres appellent l'échelle de l'escalade, et ainsi de suite. Il espère qu'en intensifiant la rhétorique et en multipliant les bombardements, même si, d'après des amis à moi, beaucoup de ces frappes sont en réalité des répétitions sur les mêmes sites militaires déjà visés auparavant. Et ça n'avait pas résolu le problème à l'époque, donc il y a peu de chances que ça le règle maintenant. Parce que nous, les Américains, on ne sait pas où se trouvent tous les missiles, ni comment les contrôler, ni où sont tous les drones. De toute façon, ils les déplacent. Une grande partie de tout ça est souterraine, impossible à suivre comme on en a l'habitude, et ainsi de suite. Vous savez, l'Ukraine essaie de mener une guerre avec des missiles et des drones, parce que c'est tout ce qu'elle a, non? Et la Russie, ce pays immense, submerge l'Ukraine et est en train de gagner la guerre, si on y prête un peu attention. Mais malgré tout, il y a quand même quelques drones ukrainiens qui passent. Les Russes ne peuvent pas tous les abattre, n'est-ce pas? Donc on a un grand pays, un petit pays qui utilise des drones, et pourtant il arrive à faire des dégâts. Eh bien, l'Iran fait la même chose.
il peut causer beaucoup de dégâts. La capacité des États-Unis à l'en empêcher est limitée, tout comme celle de la Russie à arrêter les drones ukrainiens. C'est limité, non? Et au final, les Russes seront dans une meilleure position, parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens et ils n'ont pas développé les capacités que les Iraniens ont. Et il y a une bonne raison à ça. Ils ne font pas ça depuis 40 ou 50 ans. Les Iraniens, eux, le font depuis longtemps. Et ça ajoute un élément de plus. D'après ce que je comprends du message iranien, ils sont arrivés à une conclusion que je peux comprendre. Si on regarde les 75 dernières années, 75 ans, 3/4 de siècle depuis le renversement du gouvernement élu de Mossadegh, il y a eu une dictature de 25 ans sous le Shah. Et ensuite, une hostilité constante des États-Unis depuis que les mollahs ont pris le pouvoir lors de la révolution contre le Shah. Autrement dit, ça fait extrêmement longtemps que les dirigeants actuels ont connu, eux aussi, la vie sous une dictature. L'une des raisons pour lesquelles la révolution en Iran a pris cette forme-là, c'est que le seul endroit où l'on était à l'abri de la SAVAK, la police du Shah, c'était les mosquées. On pouvait se cacher sous leur protection. C'est un peu comme en Pologne, où on se réfugiait dans l'Église catholique, ou dans d'autres sociétés, dans les institutions religieuses, tant qu'elles restaient sûres. Donc ces gens-là étaient traqués par le Shah. Puis ils ont fait une révolution pour découvrir ensuite que le Shah était parti en exil aux États-Unis et que les États-Unis étaient devenus l'allié d'Israël dans la tentative de renverser ce nouveau gouvernement aussi. Et ils ont vu des opérations secrètes, des actions d'espionnage, tout ça. Les gens devraient se souvenir de l'époque où tous les téléphones se sont mis à exploser. Ils avaient trouvé comment faire ça. Ou quand ils ont tué Soleimani, pardon pour la prononciation, le général bien connu. Ou encore la guerre, il y a 1 an, quand Israël, ils avaient compris, et les Américains doivent le savoir, ils sont sous attaque permanente. Se défendre maintenant, c'est mettre fin à cette période de 75 ans. Plus de dictatures imposées par le MI6 britannique et la CIA en 1953. Plus de familles du Shah dirigeant notre pays. Non, pas les États-Unis qui nous menacent. Pas Israël qui nous menace. Non, 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 non. Il faut que tout cela prenne fin. We have to bring this to an end.